On parle souvent de l'Arabie Saoudite et du Qatar, mais très peu des autres monarchies de la péninsule arabique, et en particulier des Émirats arabes unis. Pourquoi parlons-on peu des Émirats arabes unis ? D'abord, c'est un pays avec lequel nos hommes politiques ont des liens extrêmement forts, hein, en particulier l'exécutif actuel, le ministre des Affaires étrangères actuel, Jean-Yves Le Drian. C'est un pays avec lequel il entretient des relations extrêmement fortes depuis longtemps. C'est un pays où d'ailleurs la France a une base navale, ce qui est aussi rare dans la région, hein. On est implanté militairement aux Émirats. Et puis c'est un pays qui n'attire pas l'attention pour plein de raisons. Ce qui finalement suscite des polémiques entre guillemets en permanence en Arabie et au Qatar, c'est la question de l'islam, un islam que les médias présentent volontiers comme un islam radical, que ce soit le salafisme des uns ou le soutien aux frères musulmans pour les autres. Et les Émirats arabes unis se positionnant radicalement dans un autre camp, apparaît comme n'étant pas sulfureux, apparaît comme ne posant pas problème. Ce qui est paradoxal, alors même que les Émirats sont un pays qui a une politique hyper interventionniste, qui est le pays probablement même le plus proactif aujourd'hui de la région, mais qui passe sous les radars complètement. C'est un peu un mystère en vérité. Comment peut-on la définir, la politique étrangère des Émirats arabes unis? Ce n'est donc pas un élément neutre? C'est pas du tout un élément neutre. Les Émirats, ils ont un projet, ils ont choisi leur camp depuis longtemps, et peut-être à la différence d'un certain nombre de leurs voisins, leur projet est d'une certaine manière assez cohérent, il est ancien, il est cohérent, et il est porté par des moyens qui sont relativement efficaces. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les hommes politiques occidentaux aiment bien les Émirats arabes unis, c'est qu'ils ont la réputation d'être des gens efficaces. C'est-à-dire quand ils s'engagent à faire quelque chose, ils le font. Et ils ont les troupes, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan militaire, pour le faire. Et donc ce projet, il est simple, il est à la fois politique et économique. Le projet des Émirats arabes unis, c'est d'abord de créer au Moyen-Orient une zone de stabilité autoritaire avec des régimes à leur image, et donc à se prémunir contre tout risque de révolution ou de toute forme de dissidence. Ça explique que les Émirats arabes unis ont très mal vécu l'épisode des printemps arabes, et dès le départ, ils ont été les farouches opposants de toute la dynamique des printemps arabes. Et puis, plus précisément, ce sont les frères musulmans qui étaient leur véritable obsession, les frères musulmans étant vus comme les plus à même d'emporter les dividendes des printemps arabes. Et d'ailleurs, on l'a vu ensuite en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Donc, pour les Émirats arabes unis, c'est ça la ligne rouge, c'est ça le projet. Et puis, sur le plan politique. Et puis, sur le plan économique, il y a un projet qui est plutôt de faire du Moyen-Orient une sorte de grand marché où les Émirats pourraient faire du business et exporter leur modèle économique néolibéral, dans lequel ils sont déjà bien implantés depuis longtemps, c'est quelque chose qu'ils pratiquent depuis longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve dans ces deux projets, le projet politique et le projet économique, en fait, la dynamique interne entre Abu Dhabi et Dubaï, puisque d'un côté, on a Abu Dhabi, qui est le pouvoir politique et militaire aux Émirats. Les Émirats sont une fédération de 7 Émirats, mais il y en a deux gros, donc c'est Abu Dhabi et Dubaï. Donc Abu Dhabi, qui est le pouvoir politique et militaire, la petite Sparte, comme on avait pu l'appeler, d'un côté, et puis à Dubaï, qui est le pouvoir économique, le pouvoir commercial de l'autre côté. Et donc on a l'impression qu'en fait, les Émirats avancent sur deux pieds. Ils avancent avec le pied politique et militaire d'Abu Dhabi, le pied économique de Dubaï, avec un projet qui mêle à la fois le politico-militaire et l'économique. Alors, l'origine du problème, elle est multiple. Les Émirats arabes unis, comme un certain nombre de pays du Golfe, ont accueilli, à partir des années 60, les frères musulmans par centaines ou par milliers. Les Émirats arabes unis n'étaient pas différents à l'époque du Qatar ou de l'Arabie saoudite. Et on a vu à cette époque-là, c'était l'époque de la guerre froide arabe entre Nasser d'un côté et puis l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe et leurs alliés de l'autre côté. Et dans le cadre de ce conflit, les frères musulmans étaient vus comme des alliés par les monarchies du Golfe, à une époque où elles se modernisaient, et donc les frères musulmans ont été d'abord des réfugiés politiques, mais ils ont aussi participé à la construction des États dans la monarchie du Golfe. Donc aux Émirats, ils étaient plutôt bien vus jusqu'aux années 90. En fait, le premier traumatisme, il est en Arabie saoudite plutôt, d'ailleurs, plus qu'aux Émirats, mais ça va avoir un effet sur les Émirats. C'est qu'au début des années 90, il y a une période de contestation islamiste en Arabie saoudite, qui suit la guerre du Golfe et l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, l'appel par le roi Fahad et les troupes américaines, et tout ça déclenche en Arabie saoudite une contestation
qui est mené par le mouvement islamiste local saoudien. Le même mouvement d'ailleurs a des prolongements aux Émirats et ailleurs. Et la lecture que font les autorités de ce mouvement, c'est qu'en fait il est d'inspiration frères musulmane. Que donc d'une certaine manière c'est la présence des frères musulmans qui a produit cette dissidence islamiste. Et dès lors, le regard que portent un certain nombre de pays de la région sur les frères musulmans change radicalement. Ça, c'est le cas en Arabie Saoudite, mais le changement sera moins radical en Arabie Saoudite, paradoxalement, alors que c'est eux qui ont été le lieu de la contestation. Mais en Arabie Saoudite, on est toujours dans un jeu complexe, où on doit ménager les uns et les autres, et voilà, on est dans ce jeu d'équilibre très horizontal, qui fait qu'il y a peu de changements radicaux de politique étrangère ou de politique intérieure en Arabie à cette époque, jusqu'en 2015, hein, et la vraie rupture en Arabie, c'est 2015. Par contre, aux Émirats, dès la fin des années 90, on voit la relation entre le pouvoir et les frères musulmans qui commence à changer du tout au tout. Avec des frères musulmans qui se retrouvent sous pression, leur présence dans les Émirats, avec une association qui s'appelle Al-Islah, qui est l'association des frères musulmans aux Émirats, qui se retrouve là aussi sous une pression grandissante. Et puis, par ailleurs, tout ça est lié à la montée en puissance d'un homme aux Émirats, qui est Mohammed Ben Zayed, celui qu'on appelle MBZ, qui est le prince héritier d'Abu Dhabi, mais qui est en fait l'homme fort de la fédération, qui semble nourrir une haine personnelle pour les frères musulmans, dont on ne peut pas bien expliquer les causes. Mais voilà, donc tout ça s'inscrit en fait aussi dans la logique de sa propre montée en puissance, avec les frères musulmans désignés d'emblée comme ennemis. Dans la politique extérieure, comme je disais tout à l'heure, quels exemples peut-on donner des conséquences de cette position d'Abu Dhabi et de Mohammed bin Zayed vis-à-vis des frères musulmans? Alors c'est vraiment à partir de 2011 qu'on va voir les Émirats se lancer dans une sorte de campagne régionale contre les frères. Avant 2011, ils font le ménage chez eux. C'est vraiment l'Islah, c'est-à-dire l'association locale qui est mise sous pression. Un certain nombre de ses membres d'ailleurs seront arrêtés un peu plus tard et jugés. Mais à partir de 2011, ils vont exporter d'une certaine manière leur volonté de détruire les frères. Ça va se faire d'abord en Égypte, par exemple, où ils jouent un rôle important avec l'Arabie Saoudite dans le renversement de Morsi. Alors, ça se décide en amont, hein. Les mois qui précèdent le renversement de Morsi, c'est-à-dire le printemps 2013, c'est un moment de discussion entre l'armée égyptienne et un certain nombre de partenaires, dont les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui se mettent d'accord pour mettre fin au mandat Morsi. Ça va se faire ensuite dans un terrain comme la Libye, où très vite, ils vont prendre parti pour le général Haftar et le suivre donc dans sa guerre contre les frères, et le soutenir dans sa guerre contre les frères, sur le plan militaire, en lui fournissant toutes sortes de ressources logistiques, même en allant bombarder, en envoyant leurs avions pour bombarder à ses côtés. Ensuite, on va les retrouver en Tunisie aussi, hein. Les Émirats jouent un rôle dans le soutien à Nida Tounes dans un premier temps. Parce que là encore, ils veulent à tout prix se débarrasser d'Al-Narda. Et donc, quand ils voient se constituer en 2014 Nida Tounes comme une alternative à Al-Narda, les Émirats arabes unis vont mettre leur bille dans Nida Tounes. Même si ensuite la relation va se détériorer et il va y avoir cette crise avec la Tunisie en décembre 2017 qui montre qu'en vérité, aujourd'hui, les Émiriens reprochent à la Tunisie de ne pas avoir choisi dans la crise entre le Qatar et les Émirats. Alors même qu'eux considéraient qu'ayant soutenu Nida Tounes devait leur rendre l'appareil. Mais en tout cas, ils vont aussi s'impliquer en Tunisie. Et puis au Yémen, ça va devenir l'une de leurs obsessions. Dans la guerre du Yémen, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont des objectifs un peu différents. C'est-à-dire que dans les deux cas, officiellement, on fait la guerre aux Houthis et on veut rétablir le gouvernement légitime. En vérité, la vraie obsession des Émirats, c'est aussi de faire du Yémen une zone sans frères musulmans. Et donc, systématiquement, les Émirats vont soutenir des forces anti-frères musulmanes sur le terrain, quitte à d'ailleurs de temps en temps soutenir des salafistes. Hein. Donc, il faut soutenir aussi bien des forces qui se réclament d'un islam traditionnel, qui est plutôt l'islam, islam traditionnel soufi, qui est plutôt l'islam que les Émirats ont adopté et dont ils font la promotion en général. Mais dans le cas yéménite, ils vont aussi soutenir des milices d'obédience salafiste, quiétistes, qui ont une haine féroce des frères musulmans. Et là, ça va les distinguer de l'Arabie Saoudite qui, elle, est prête à faire des alliances au cas par cas avec les frères musulmans, alors même qu'elle a aussi des problèmes avec les frères musulmans, mais l'Arabie Saoudite est d'une certaine manière plus pragmatique sur la question des frères musulmans. Les Émirats sont idéologiques. Mais les milices que soutiennent les Émirats arabes unis sont quand même contre la révolte houthiste. Oui, absolument, absolument. Mais l'idée, c'est plutôt de qu'est-ce qu'on veut pour l'après. C'est-à-dire, c'est pas tant
le combat actuel qui pose problème. Les Saoudiens et les Émiriens combattent côte à côte, mais ils ne sont pas d'accord sur le modèle. Et donc les Émiriens ont fini par, au Yémen, décider en faveur d'une indépendance du Sud, qui leur semble être la meilleure option, parce que ça leur permet de tenir sous contrôle toute cette région du Sud-Yémen en soutenant les séparatistes qui ont fait un coup de force au début du mois de février 2018 à Aden contre les forces du gouvernement soutenues par l'Arabie Saoudite. Donc là, on a très clairement les milices émiriennes et les milices saoudiennes qui se sont battues sur le terrain, avec cette idée que les séparatistes sont anti-frères musulmans, sont favorables aux intérêts des Émirats arabes unis, et que la présence des séparatistes et une sécession du Sud-Yémen permettrait aux Émirats de constituer une sorte de protectorat émirien libre de frères musulmans dans toute la partie sud du Yémen. Revenons vers le Qatar, avec cette crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte. Concernant les Émirats arabes unis, c'est les liens entre le Qatar et la mouvance des frères musulmans qui est le déterminant numéro 1 de la motivation des Émirats. Oui, l'islam politique est bien le déterminant majeur de tout ce que font les Émirats arabes unis dans la région. Cette guerre contre l'islam politique est vraiment leur priorité numéro 1. Et ça explique en particulier donc la crise avec le Qatar, parce que pour les Émirats, c'est vraiment ça le casus belli. L'Arabie Saoudite, qui donc les suit dans cette crise, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, l'Arabie et les Émirats n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. L'Arabie est obsédée par l'Iran, considère que c'est sa priorité numéro 1 que de mettre fin à ce qu'elle appelle l'expansionnisme iranien, alors que pour les Émirats, c'est l'islam politique. Mais dans cet axe Abu Dhabi-Riyad, on fait des concessions, c'est-à-dire qu'on s'aligne sur les priorités de l'autre en espérant que l'autre s'alignera sur vos propres priorités. Et donc, la guerre au Yémen, où les Émirats vont s'afficher en alliés fidèles de l'Arabie Saoudite, c'est une guerre saoudienne, parce que c'est une guerre contre ce que les Saoudiens perçoivent comme un prolongement de l'influence iranienne, donc les Houthis. Et là, les Émiriens, d'une certaine manière, mettent de côté, dans un premier temps, leurs propres priorités pour se ranger sur les priorités saoudiennes. On peut s'imaginer que pour les Émirats, les Houthis ne sont pas une question majeure, c'est loin de leurs frontières et ça ne les menace pas. Mais en retour, ce que les Émiriens obtiennent, c'est d'entraîner l'Arabie Saoudite dans leur conflit à eux, qui est un conflit avec le Qatar. Et la vraie rivalité, elle n'est pas saoudo-qatari, elle est émiro-qatari. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, ce sont deux pays qui se ressemblent énormément. Mais dans les années 90, ils ont fait des choix radicalement différents. Le Qatar, choisissant d'utiliser les relais frères musulmans comme relais de sa politique étrangère, et de faire d'une certaine manière du frérisme son deuxième islam, parce qu'il y a un islam officiel au Qatar qui est plutôt d'obédience salafo-wahhabite comme en Arabie Saoudite, mais l'islam d'exportation depuis le Qatar, c'est plutôt l'islam des frères, et ça c'est toute la stratégie qatari depuis les années 90, et en retour les Émirats ont fait le choix strictement inverse, qui est plutôt de déclarer cette guerre d'abord latente, puis déclarée aux frères musulmans. Et donc l'Arabie Saoudite, elle, a toujours été, alors a eu des relations avec le Qatar qui ont été tendues, mais sans les Émirats, l'Arabie Saoudite n'aurait certainement pas déclenché ce conflit en juin 2017 avec le Qatar. On parlait autrefois du Conseil de coopération du Golfe, créé en 1981 entre toutes les monarchies de la péninsule, en réponse à la menace que présentait la révolution iranienne de 1979. Peut-on dire aujourd'hui, entre la crise du Qatar et la formation de cet axe entre l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, que le Conseil de coopération du Golfe est mort? Alors, je pense que le CCG se porte très mal. Enfin, il ne s'est jamais porté aussi mal. En fait, il n'est pas divisé en deux, il est divisé en trois aujourd'hui, le CCG. Parce que d'un côté, il y a le Qatar, qui est seul. Il y a l'axe saoudo-émirien en face, auquel on peut rajouter le Bahreïn, qui s'aligne sur les positions de l'Arabie Saoudite. Donc en fait, ça fait trois pays qui sont dans l'axe anti-frère et anti-Qatar. Et puis il y a deux pays qui, en fait, sont au milieu, essayent de ne pas choisir, se proposent en médiateur, qui sont le Koweït et Oman. Mais le Koweït et Oman sont eux-mêmes terrorisés par ce qui est en train de se passer. Parce que, ce que les Koweïtiens en particulier, avec lesquels j'ai pu discuter, disent, c'est que leur crainte, c'est qu'ils sont les prochains sur la liste. C'est-à-dire que si le Qatar cède,
il faudra que tout le monde rentre dans le rang. Et eux-mêmes, puisque les Koweïtiens donc, ont des spécificités au sein du CCG, ils ont une vie politique, ils ont un parlement. Le Koweït n'est pas une démocratie, mais enfin, c'est ce qui s'en approche le plus, on va dire, dans le cadre du Golfe. Ils ont un pluralisme politique, tout ça évidemment semble menacé si le Qatar devait plier et que l'axe saoudo-émirien imposait son modèle autoritaire. Donc voilà, donc on a un CCG qui est en vérité fragmenté comme il ne l'a jamais été. Nous observons ce tandem entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Qu'en est-il du tandem entre Mohammed bin Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, mais homme fort qui dirige les EAU actuellement, et Mohammed bin Salman, ce jeune prince qui a pratiquement tous les pouvoirs en Arabie Saoudite. Et est-ce que cette relation est capable de durer dans le temps? Donc la relation entre Mohammed bin Salman et Mohammed bin Zayed est extrêmement forte. Il est clair que celui qui est le mentor au sein de cette relation, c'est plutôt Mohammed bin Zayed des Émirats. Il est plus âgé, il a plus d'une vingtaine d'années de plus que Mohammed bin Salman. Il est un peu celui qui l'a fait entrer en politique. C'est par les réseaux de Mohammed bin Zayed en particulier que Mohammed bin Salman s'est constitué sa stature à l'international. C'est vrai que Mohammed bin Zayed a d'une certaine manière 15 ans d'avance. Et Mohammed bin Zayed va percevoir l'opportunité qu'il a avec ce jeune homme. En se disant, voilà un jeune homme avec lequel je m'entends, on a les mêmes projets d'une certaine manière, on voit le monde de la même manière. C'est aussi une opportunité unique pour les Émirats de faire une alliance solide avec l'Arabie Saoudite, parce que les liens entre les Émirats et l'Arabie n'ont pas toujours été bons. Voilà, Mohammed bin Zayed perçoit l'opportunité. Et en particulier, s'aperçoit aussi des limites de sa propre politique étrangère. C'est-à-dire que quand vous êtes les Émirats, c'est-à-dire un petit pays, et que vous avez les ambitions à la fois politiques et économiques qui sont celles d'Abu Dhabi et de Dubaï, il est toujours pratique de pouvoir faire alliance avec un pays beaucoup plus gros que vous. Donc cette relation, elle va se construire aussi dans une relation d'intérêt bien compris de la part des Émiriens. Les Émiriens vont suivre les Saoudiens au Yémen, et je crois que c'est vraiment le moment fondateur de cette nouvelle relation, parce que d'une certaine manière, c'est un investissement sur l'avenir que fait Mohammed bin Zayed quand il suit les Saoudiens au Yémen. C'est une manière de montrer sa loyauté à l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, les relations de Mohammed bin Zayed vont servir beaucoup MBS avec les Occidentaux. C'est Mohammed bin Zayed qui va faire la promotion auprès des Occidentaux de ce jeune prince saoudien qui a besoin de la légitimité internationale qu'il n'a pas à l'époque. Il faut se souvenir qu'en 2015, il a en Arabie Saoudite un concurrent qui est Mohammed ben Nayef, qui est le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est l'homme du contre-terrorisme, très bien vu chez les Occidentaux, très bien vu à Washington. Et donc, l'un des paris pour Mohammed ben Salman, c'est de se faire accepter par les Occidentaux, qui clairement en 2015 lui préfèrent Mohammed ben Nayef. Et Mohammed ben Zayed va jouer un rôle fondamental dans la promotion de ce jeune prince auprès des Occidentaux, auprès des Européens, mais surtout auprès des Américains. C'est lui aussi qui va construire la relation avec Trump, puisque MBZ lui-même a une relation étroite avec Trump depuis avant son élection, et donc il va être l'un des grands soutiens de Trump dans l'élection américaine, et il va être évidemment ravi de voir Trump arriver au pouvoir. Il travaille étroitement avec Eric Prince, qui est l'ancien chef de la compagnie de mercenaires Blackwater, qui donc est l'un de ses conseillers, et dont la sœur est ministre dans le gouvernement de Donald Trump. Donc on voit d'ailleurs des liens très clairs entre l'entourage de Mohammed ben Zayed et l'entourage de Trump. Le rôle qu'a joué Mohammed ben Zayed dans la constitution de cette alliance, dans la constitution de ces liens, est tout à fait central. Les Émiriens comprennent l'importance de cette alliance pour leur stratégie, dont on a vu qu'elle était ancienne, mais les Émiriens s'aperçoivent que là encore, ils ont besoin de cette alliance pour mener à bien leurs objectifs. Mon sentiment, c'est en tout cas que les Émiriens ont envie de faire durer cette alliance. Cette action et cette politique des Émirats arabes unis contribue-t-elle à la stabilité ou bien est-elle un facteur plutôt de fracture ? Tout le débat, il est de savoir ce qu'on appelle la stabilité. C'est-à-dire que pour les Émiriens, il n'y a de stabilité qu'autoritaire. C'est-à-dire qu'en fait, le seul modèle, d'une certaine manière, auquel croient les Émiriens, c'est une sorte de modèle de pré-printemps arabe, avec des dictateurs, des hommes forts, si possible, donc un peu comme Sisi, qui est un personnage que les Émiriens soutiennent à bout de bras,
Et tout ça mêlé à du libéralisme économique qui permet de faire du business. Qui d'ailleurs un modèle qui inclut Israël. Pour les Émiriens, il n'y a pas du tout de problème à faire participer Israël à toute cette dynamique, puisque pour eux, la normalisation avec Israël se traduirait en des dividendes économiques qu'ils appellent de leur vœu. Donc pour eux, c'est ça le modèle qui doit amener la stabilité dans la région, et le seul, de leur point de vue, qui peut amener la stabilité. Évidemment, on s'aperçoit que, d'abord, pour obtenir ce résultat, les Émiriens, en fait, font beaucoup la guerre. Ils la font en Libye, ils la font au Yémen, et ils contribuent quand même à soutenir des régimes qui se sont rendus coupables d'exactions massives, comme en Égypte. Je pense en particulier à ce qui s'est passé en août 2013, après le coup d'État, et cette journée qui a vu 1 millier de partisans de Morsi tués par la police égyptienne. Donc tout ça fait quand même que dans un premier temps, en vérité, c'est plutôt déstabilisant. Et puis, le problème du modèle émirien aussi, c'est qu'il présuppose qu'une situation d'autoritarisme libéral économiquement à l'échelle de la région serait viable. Or, pour moi, tout le problème est là, c'est qu'en vérité, c'est peut-être viable à l'échelle des Émirats, parce que c'est un petit pays, un peu le modèle singapourien, parce que c'est de ça que se réclament en permanence les Émiriens. On peut faire le modèle singapourien à l'échelle de Singapour, à l'échelle des Émirats. Mais imaginez qu'un modèle comme celui-là puisse fonctionner à l'échelle de toute une région qui est complexe, une région qui comporte un certain nombre de gros pays, je pense à l'Égypte, mais même à l'Arabie Saoudite. Je veux dire, Mohammed Ben Salman voudrait précisément importer le modèle émirien en Arabie, d'autoritarisme néolibéral, mais on a beaucoup de mal à voir comment quelque chose comme ça pourrait marcher à l'échelle de 20 millions d'habitants. Donc pour moi, en vérité, non. C'est-à-dire qu'à terme, ce modèle ne sera pas stable. Effectivement, les Émiriens contribuent à cette campagne saoudienne qui, aujourd'hui, a surtout pour objectif l'escalade. C'est-à-dire que ce que veulent les Saoudiens, c'est pousser leurs partenaires israélo-américains à la guerre contre l'Iran. Donc les Émiriens ne sont pas, à mon avis, entièrement convaincus par cette option, et je le redis, ce n'est pas leur priorité, mais de fait de leur alliance avec les Saoudiens, dont ils tirent d'autres dividendes, ils sont partie prenante de cet effort. Donc effectivement, ça aussi, ça contribue à plutôt déstabiliser la région plutôt qu'à la stabiliser.